qui a rendu la Deuxième Guerre mondiale inévitable. Depuis 1939, on répond « c'est l'Allemagne, c'est Hitler ». Or, je l'ai déjà démontré puis rappelé de multiples fois, c'est l'Angleterre qui, par ses manœuvres souterraines, a provoqué l'invasion de la Pologne. C'est donc elle qui a été l'agresseur, car comme l'écrivait au XIXe siècle un spécialiste du droit international, le véritable agresseur n'est pas celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable. Ici, on me répondra que les démocraties en avaient assez des revendications et des coups de force allemands, donc qu'il fallait impérativement stopper l'impérialisme de Hitler. Je leur objecterai que dans cette affaire, le sentiment des démocraties n'a pas à être pris en compte. Les seules questions importantes sont les suivantes. Les revendications allemandes au sujet du couloir polonais et de la ville de Danzig étaient-elles légitimes? Quels furent les agissements de l'Angleterre au moment de la tentative de règlement du différend germano-polonais? Sans doute m'objectera-t-on qu'on ne peut pas juger la culpabilité des uns et des autres en se focalisant uniquement sur les événements de Pologne en septembre 1939. La responsabilité des uns et des autres se juge en étudiant objectivement le déroulement des événements survenus entre le 22 août et le 5 septembre 1939. L'invasion de la Pologne est la faute d'Hitler, dites-vous. Et de toute façon, les démocraties en avaient assez des coups de force hitlériens. Pour l'instant, admettons. Mais pourquoi y a-t-il eu Hitler? Et surtout, pourquoi y a-t-il eu un Hitler intransigeant en politique extérieure? La réponse à la première question s'impose. Hitler fut le produit du traité de Versailles. Ce dessin paru avant 1933 l'illustrait avec intelligence et éclat. Si donc on veut étudier les responsabilités lointaines de la Seconde Guerre mondiale, il faut remonter aux années 1918-1919, lorsque le traité de Versailles fut rédigé, discuté puis imposé à l'Allemagne. Or, au procès de Nuremberg, toute discussion sur la validité du traité de Versailles et son imposition par la force à l'Allemagne fut interdite. Tous les documents déposés par la défense sur ce sujet furent rejetés sans examen. L'aveu était flagrant. Loin d'être juste, la paix de Versailles et de Trianon avait été grosse de guerre. Dès lors, seules des révisions sincères auraient permis de calmer le vaincu en lui redonnant l'espoir. Cela n'a pas été fait ou pas suffisamment. En conséquence, Hitler est venu. À Nuremberg, Hermann Göring souligna que de très nombreux Allemands avaient voté pour le Parti national-socialiste afin d'obtenir la révision du traité de Versailles, une révision que la faiblesse de l'Allemagne à l'époque et l'inflexibilité de certains avaient rendue impossible. Mais Versailles n'était pas le seul traité en cause. La paix de 1919 avait été fixée par plusieurs traités signés à partir de 1919. Je pense plus particulièrement au traité de Saint-Germain, qui avait fixé le sort de l'Autriche, et celui de Trianon, qui avait fixé celui de la Hongrie. Hitler avait donc été élu, entre autres, pour liquider les traités de Versailles, de Saint-Germain et de Trianon, qui avaient arraché à l'Allemagne des terres authentiquement allemandes et qui avaient enlevé à l'Autriche-Hongrie tout espoir de renaissance nationale. Ce graphique résume ce que le traité de Versailles avait arraché à l'Allemagne en termes de population, de richesse du sous-sol, d'industrie et d'agriculture. Les pertes étaient considérables, laissant une Allemagne irrémédiablement affaiblie. La Hongrie, pour sa part, avait été totalement mutilée, dépecée même, au nom d'un principe des nationalités à géométrie très variable. Voici ce qui serait resté de la France si elle avait été charcutée comme la Hongrie le fut à l'issue d'une guerre perdue. Son dépeçage avait permis de fabriquer la Tchécoslovaquie, cette entité artificielle peuplée de près d'un quart d'Allemands, ajoutée à un cinquième de Hongrois, sans compter les Russes, des Juifs et aussi des Polonais concentrés dans la région de Teschen. Quant à l'Autriche, elle subsistait comme État croupion, peuplé de 6 millions d'habitants, dont le tiers était aggloméré dans une seule ville, Vienne. Dès novembre 1918, ce pays sans avenir avait réclamé son rattachement au Reich. En avril et en mai 1921, 2 référendums organisés dans 2 régions autrichiennes, le Tyrol et le Salzbourg, avaient donné 99% de voix en faveur du rattachement. Mais la consultation fut interrompue car le traité de Versailles imposait l'indépendance du pays. Oui, vraiment, la prétendue paix de 1919 était grosse de conflits futurs. Le 10 juillet 1921, lors des débats sur la ratification du traité de Trianon, Anatole de Monzie rappela l'avis de 2 militaires britanniques, le premier ayant déclaré que ce texte créait une demi-douzaine d'Alsace-Lorraine, et le deuxième que les partages contenaient le germe d'une nouvelle guerre. Si on voulait l'éviter, cette guerre, il fallait réparer les injustices flagrantes en opérant les révisions nécessaires. Hitler s'y attela.
Jusqu'en 1938, malgré la mauvaise volonté adverse, et surtout malgré la mauvaise volonté de la France, le Führer parvint à atteindre ses objectifs de façon pacifique. En septembre 1938, la conférence de Munich permit de résoudre pacifiquement le problème des minorités allemandes, hongroises et polonaises de Tchécoslovaquie. La minorité allemande des Sudètes revint au Reich, la région de Teschen à la Pologne et plusieurs régions du Sud à la Hongrie. L'affaire n'avait pas été facile et après la révision des frontières, 480 000 Allemands des Sudètes restaient sur le territoire tchécoslovaque pendant que 680 000 Tchèques devenaient sujets allemands. À cette époque, l'Europe avait été à deux doigts de la guerre et si vraiment Hitler avait voulu cette guerre, il aurait pu l'obtenir. Il lui aurait suffi, par exemple, de soutenir la Hongrie qui, le 18 novembre 1938, menaçait d'envahir l'Ukraine subcarpatique qu'elle revendiquait. Un télégramme énergique envoyé le 21 novembre par le ministère des Affaires étrangères allemand à la Hongrie permit toutefois d'éviter la catastrophe. Ce document est très important car il démontrait la volonté allemande de paix. Le Troisième Reich voulait éviter la guerre pour deux raisons. En 1938, le Führer était parvenu à redresser l'Allemagne et à faire de ce pays laissé exsangue un modèle de réussite sociale. Ce n'est pas pour rien que dans national-socialisme, il y avait le mot socialisme. Interrogé bien plus tard par un journaliste britannique, un proche de Goebbels à qui on demandait de résumer en un mot son expérience de l'Allemagne hitlérienne prononça « paradis ». Après le retour des Sudètes au Reich, le Führer, qui avait solennellement renoncé à l'Alsace-Lorraine, n'avait plus qu'une seule grande revendication territoriale. Il s'agissait du Corridor, cette bande de terre qui, en 1919, avait été arrachée à l'Allemagne afin de donner à la Pologne recréée un débouché sur la mer. Depuis 1919, l'Allemagne était ainsi coupée en deux, la Haute-Silésie s'étant retrouvée détachée de la mère patrie. Un peu comme si la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était séparée de la France par un couloir qui donnerait à la Suisse un accès à la mer. Ce corridor était l'injustice la plus criante du traité de Versailles, ce qui pouvait laisser espérer une résolution à l'amiable. Seulement voilà, jusqu'en 1933, l'Allemagne avait vainement tenté de secouer le joug de Versailles. Hitler n'y était arrivé qu'à l'aide d'une diplomatie très ferme et par certains côtés assez aventureuse, qu'on se rappelle le réarmement de la Rhénanie. Il avait donc la conviction qu'à la moindre reculade, il perdrait son prestige et ne pourrait plus rien obtenir du tout. Or, s'il était parvenu à obtenir ce qu'il avait voulu, sans guerre, c'était aussi grâce au bon vouloir de l'Angleterre. Je pense plus particulièrement au Premier ministre britannique Neville Chamberlain qui, le 15 octobre 1938, par exemple, avait accepté l'invitation de Hitler à venir discuter à Berlin en pleine crise tchèque. Dès le début de l'entretien, Chamberlain avait tenu à souligner son action en faveur du rapprochement anglo-allemand. L'Angleterre étant alors une grande puissance de l'Europe occidentale, cette bienveillance avait permis au Führer de réviser de nombreuses injustices de la paix de 1919. Mais la suite des événements allait entraîner un retournement de la situation. La crise de Munich avait laissé une Tchécoslovaquie constituée de trois entités ethniquement et culturellement distinctes. La Bohême-Moravie, territoire majoritairement tchèque, mais avec une forte minorité allemande, la Slovaquie et l'Ukraine subcarpatique. Sachant que l'heure était aux revendications fondées sur le principe des nationalités, la survie de cette entité artificielle était plus que douteuse. En Angleterre, toutefois, Neville Chamberlain avait peiné à faire accepter l'accord de Munich. Une désagrégation de la Tchécoslovaquie aurait fatalement raison, sinon du personnage politique, comme le craignait Hermann Göring, au moins de sa politique bienveillante. Or, c'est ce qui arriva. Fragilisée par l'affaire des Sudètes, la Tchécoslovaquie commença à se désagréger. En décembre 1938, le député des Allemands des Sudètes, Ernst Kuntz, prévint Berlin que la minorité allemande dans ce pays vivait une situation très difficile, en partie à cause des chicanes tchèques. Cette information n'était pas à proprement parler nouvelle, mais l'auteur insistait. Voilà pourquoi, après avoir émis une première directive à l'adresse de l'armée pour une possible entrée en Tchécoslovaquie, Hitler en émit une deuxième le 17 décembre 1938 qui l'a complétée. Ici, certains s'écrieront « Vous voyez bien qu'Hitler allait déclencher une opération militaire contre la Tchécoslovaquie ». Ah oui, mais je vous rappelle que le 4 décembre 1941, la presse américaine révéla l'existence d'un plan secret du président Roosevelt pour une guerre contre l'Allemagne en Europe. Ce simple fait transforme-t-il Roosevelt en un criminel contre la paix? Évidemment non. Tout chef d'État a le devoir de parer à toutes les éventualités. Hitler l'avait fait pour la Tchécoslovaquie, ce qui n'était pas une preuve d'une intention agressive. Mais le Führer ne voulait pas laisser pourrir une situation qui risquait de provoquer un conflit.
Le 21 janvier 1939, il rencontra son homologue tchèque. Il lui tint un discours dénué de toute ambiguïté, soulignant que la Tchécoslovaquie n'était plus une grande nation, qu'elle ne pouvait plus prétendre faire la politique d'une grande nation, et que son avenir était désormais dans l'orbite économique du Reich, une orbite qui, si elle y entrait volontairement, lui permettrait d'avoir sa part. Certains pourront être choqués par un tel langage, mais c'était celui d'un chef d'État soucieux d'éviter toute complication sur un coin du continent dont l'instabilité menaçait de dégénérer. D'ailleurs, s'il serait vain de nier les relations entre le Reich et certaines forces séparatistes chez son voisin, les documents tentent à démontrer que, fin janvier 1939, l'Allemagne attendait calmement pour apprécier l'évolution de la situation. Le 30 janvier 1939, d'ailleurs, dans son fameux discours dont on ne retient aujourd'hui que le petit passage sur les Juifs, Hitler affirma son espoir que la Tchécoslovaquie pourrait trouver un équilibre satisfaisant. Et lorsque, le 12 février suivant, le leader slovaque Wojtek Tuka lui déclara que le destin de la Slovaquie était entre les mains du Führer, Hitler se garda bien de lui apporter, ni même de lui promettre une aide concrète. Il se borna à dire qu'il verrait d'un bon œil une Slovaquie indépendante et mit fin à l'entretien. Bref, le Führer ne voulait pas intervenir directement dans les affaires de ce pays. 2 semaines plus tard, dans une note verbale à l'ambassadeur français, l'Allemagne réaffirma qu'elle observait et attendait la suite des événements. Hypocrisie? Non, car les documents le démontrent amplement. À l'époque, le chancelier tchécoslovaque agissait afin de satisfaire le Führer en initiant une politique de rapprochement avec le Reich. Tout était alors possible et le Reich n'avait nulle raison de précipiter les choses. Mais la Slovaquie manifestait chaque jour davantage son envie d'indépendance. Et à partir du début mars, des négociations eurent lieu entre le gouvernement central tchèque et les chefs slovaques. La Tchécoslovaquie craquait en son milieu. Des désordres parfois violents éclataient dans les régions de la minorité allemande et en Ruthénie subcarpatique. 2 jours plus tard, pourtant, répondant à son allié italien, l'Allemagne répéta qu'elle se contentait d'observer, même si elle se préparait à toute éventualité. Et cette éventualité, c'était l'entrée des troupes allemandes à la suite d'un ultimatum. Le 11 mars, le gouvernement slovaque adressa un appel à l'Allemagne. Aujourd'hui, on déclare que cet appel fut lancé avec la complicité du Reich. C'est possible, mais la Tchécoslovaquie se désagrégeait, provoquant une tension internationale qui menaçait de dégénérer. Aux frontières, les armées polonaises et hongroises étaient également mobilisées, prêtes à intervenir. La situation devenait très dangereuse. Le 13 mars, Hitler redit à Tiso qu'il soutenait la Slovaquie dans sa lutte pour l'indépendance, mais qu'il ne voulait pas de ce pays qui n'avait jamais été allemand et qui n'avait jamais fait partie de l'Allemagne. À cette date encore, le Führer hésitait sur la décision à prendre. Il rappela en urgence Göring qui était à San Remo. Mais le 13 puis le 14 mars, le président tchèque Hácha demanda à rencontrer Hitler. Ce même jour, peu avant 4 heures du matin, l'Ukraine subcarpatique proclama son indépendance sous la protection du Reich. Peu après, la Diète slovaque proclama à son tour son indépendance. La situation menaçait de dégénérer en anarchie, voire en guerre civile et, fatalement, en guerre tout court. Il fallait donc agir. Le 15 mars, enfin, le nouveau président tchécoslovaque, Hácha, rencontra le Führer à la chancellerie du Reich. Hácha souligna que depuis longtemps, il avait été persuadé de l'impossibilité pour toutes les nationalités présentes en Tchécoslovaquie de vivre ensemble. Adoptant le même discours que le leader slovaque, il dit sa conviction que le destin du pays était désormais entre les mains du Führer. La suite est connue. Afin de conjurer tout danger de guerre civile et internationale, dans les heures qui suivirent l'entretien, les troupes allemandes franchirent la frontière tchécoslovaque. La Slovaquie devint un État indépendant et la Bohême-Moravie un protectorat allemand. L'entité artificielle fabriquée par les vainqueurs de 1918 avait vécu. Mais en France et en Angleterre, c'était la consternation. Les rumeurs les plus folles coururent. L'ambassadeur de France à Berlin rapporta à son gouvernement un récit de l'entretien Hácha-Hitler qu'il prétendait détenir d'une personne digne de foi. Il était question d'un Hácha et de son chancelier qui auraient résisté pendant des heures à l'intolérable pression allemande, alors que l'entretien n'avait duré qu'1 heure, qui auraient été littéralement poursuivis autour de la table par Hitler et les siens, et auxquels on aurait mis de force un stylo dans la main afin qu'ils signent. Bref, une vraie scène de comédie tragicomique.